Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'entrer dans le vif de mon message, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'accueillir chez vous. Les choses que je m'apprête à vous dire maintenant sont très importantes. Je vous prie donc de me suivre avec attention. Je m'appelle Marcel Makolo Kotambola. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a exactement 6 mois, j'ai publié un communiqué dans lequel j'annonçais mon départ de la Pareco présidé par Honoré Mbanda. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur les raisons de mon départ, elles sont connues. Je ne vous parlerai pas des défauts du leader de la Pareco, vous les connaissez. Je ne vous parlerai pas du danger que constituent ces mouvements. Ce serait lui faire une publicité gratuite. Ma seule intention, mon seul objectif, c'est de vous parler. Vous parler pour décharger ma conscience. Vous parler pour vous demander pardon. Vous parler pour vous alerter. Vous demander pardon et vous alerter parce que c'est mon devoir de chrétien convaincu, mon devoir de citoyen responsable. Mesdames et messieurs, ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis un pasteur, un serviteur de Dieu. Si aujourd'hui, plus qu'hier, j'ai pris la décision courageuse de me repentir publiquement, c'est parce que j'ai conscience d'avoir trempé dans quelque chose d'indigne, conscience d'avoir péché. Un pasteur n'insulte pas. Un pasteur n'incite pas à la haine et à la violence. Un pasteur ne s'illustre pas dans les bagarres de rue. Un pasteur ne dit pas des mensonges. Or, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait faire, et c'est ce que j'ai laissé faire quand j'étais dans la Pareco. En agissant ainsi, je n'ai pas fait preuve de mesure et de sagesse. Je n'ai pas montré l'exemple. Je me suis trompé. J'ai embrassé la voie de la déraison et du déshonneur. J'ai péché contre Dieu et contre les hommes. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, mon intime intention aujourd'hui en venant chez vous, c'est de m'excuser devant tous et devant Dieu. M'excuser pour tout le mal que j'ai fait. Mon intime intention, c'est de reconnaître mon péché et de demander pardon à Dieu et à tous ceux que j'ai directement ou indirectement offensés. Pourquoi je le fais? Et surtout, pourquoi je le fais sous cette forme? C'est parce que j'en ai été convaincu par Dieu. Vous imaginez, chers amis, tout le mal que je me suis donné pour en arriver à accepter de faire ce que je fais aujourd'hui. Il m'a fallu une très bonne dose de courage. Non, que dis-je? Il m'a fallu de l'aide du Seigneur. Je n'ai donc pas honte de faire ce que je fais. Même si j'en ai, on peut l'imaginer, le cœur tout à fait brisé. Je n'en ai point honte, parce que j'ai compris que l'humilité précède la gloire. Je ne parle pas de la gloire des hommes, mais de celle de Dieu, la seule qui compte pour moi en ce moment. Je demande pardon au président de la République, Joseph Kabila, que j'ai offensé par mes actes odieux et mes propos irréfléchis. Monsieur le Président, chers frères, j'ai conscience que la formule que j'utilise aujourd'hui pour vous atteindre ne rentre pas dans les codes d'une correspondance classique. Mais si vous me suivez, sachez que devant le monde entier et devant notre peuple, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait. À vous, à votre mère, à vos frères et sœurs, à toute votre famille, je demande pardon d'avoir contribué
à faire circuler des informations abracadabrantesques dont je n'avais absolument aucune prise. Aucune. Aujourd'hui, j'ai compris, monsieur, que je n'aurais pas dû me mettre au service de ceux qui vous voulaient du mal. Je n'aurais pas dû me laisser prendre dans leurs pièges. Je n'aurais pas dû me laisser entraîner dans cette spirale de démesure et de honte. Et pourtant, le mal est fait, monsieur. Le mal est fait par ma faute. Et j'en suis sincèrement désolé. Je demande pardon aux 60 millions de Congolais. Mes chers compatriotes, à vous qui êtes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, vous qui vous sentiez chaque fois affligés par la folie de mes actes et de mes discours inqualifiables, à tous et à chacun, je demande pardon. Je demande pardon parce qu'en 2006, il a plu à la majorité de notre peuple de confier souverainement les rênes du pouvoir politique dans notre pays à Joseph Kabila. En 2006, le peuple souverain a décidé qu'il devait en être ainsi de manière tout à fait démocratique. Tout le monde a approuvé ce processus. Je dis bien tout le monde, y compris ses adversaires malheureux. L'ONU a dit oui. L'Union africaine a dit oui. La SADC a dit oui. Tous les pays de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs ont dit oui. Je dis bien tous. Il n'appartenait donc pas à quelqu'un, comme moi, membre d'une sorte de groupuscule terroriste, basé à 8000 km du pays, de dire non à la décision souveraine de tout un peuple, décision du reste certifiée par le monde entier. Quelle folie! Dire non, à mon sens, c'est non seulement manquer du respect au peuple, c'est aussi tourner les dos aux valeurs sacrées de la démocratie. Parce qu'en démocratie, on respecte les institutions mises en place par les urnes. En démocratie, l'alternance du pouvoir doit être le seul fait des urnes. En démocratie, un régime institué par les urnes ne peut être délogé que par les urnes et non par la force des biceps ou celle des armes. En démocratie, non seulement on respecte les institutions, on respecte aussi les hommes qui les incarnent. On les honore et on les salue avec dignité. À Rome, même ceux qui allaient mourir saluaient l'empereur. Ave César, moritori te salutant, disait-il. Rassurez-vous, personne ne va mourir aujourd'hui. Et je n'ai absolument pas l'intention de conférer un quelconque titre d'impérator à Joseph Kabila. Je n'en ai pas l'autorité. Il est certain qu'il n'attend pas cela de moi non plus. Plus sérieusement, pour moi, l'évocation de cette formule antique, en vigueur parmi les gladiateurs, montre que le respect dû au chef n'est pas et ne doit pas être fonction de sa situation sociale ou de son positionnement politique. Que vous soyez riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, marié ou célibataire, employé ou chômeur, homme, femme, jeune ou vieux, du PPRD ou du MLC, à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, que vous ayez voté pour l'actuel locataire du palais de la nation ou non, vous lui devez respect et honneur à cause de la fonction qu'il occupe. Mesdames et messieurs, le mot respect ne me fait pas peur, parce que sans respect, on ne construit pas un monde meilleur et apaisé. Sans respect, la communauté du vivre ensemble est compromise. Sans respect, c'est l'anarchie totale. Imaginez quelle serait la vie dans une famille où les enfants ne respecteraient pas leurs parents, où la femme ne respecterait pas son mari et vice-versa. La vie dans une école où les élèves n'auraient pas de respect à l'égard de leurs enseignants. Une entreprise où les employés ne respecteraient pas leur patron. Ce serait le désordre. Ce qui est vrai pour une famille
pour un couple, pour une école, pour une entreprise, etc., est aussi vrai pour la République. Mesdames et messieurs, en agissant comme je l'ai fait, je n'ai pas eu du respect pour le président, pour notre président. Je le regrette sincèrement. Parce qu'au-delà de la personne de Joseph Kabila, en démocratie, président de la République est une institution. Et en tant que tel, il a droit au respect et à la considération de tous, sans exclusive. Qu'on aille voter pour lui ou pas, c'est lui qui nous représente. À partir du moment où il devient président de la République, il cesse d'être l'homme d'une tribu, l'homme d'une province ou encore l'homme d'un parti. Il devient, comme le disait le général de Gaulle, l'homme de la nation. À ce titre, on comprend que si son image est touchée, c'est l'image du pays tout entier qui est touchée. Ce que je dis ici n'est pas de la propagande, c'est la logique même. Ce sont des principes reconnus partout dans les pays dits civilisés. Je peux critiquer l'action d'un chef, je peux lui reprocher son mode de gouvernance. C'est normal en démocratie. Mais porter atteinte à son image et à son intégrité morale ou physique est un crime. Ce que j'ai dit pour le président de la République est aussi valable pour les membres du gouvernement et de tous les autres corps de l'État. Ces gens sont investis d'un pouvoir leur reconnu par la Constitution et par les lois du pays. Ils sont ce qu'on appelle les serviteurs de la nation. Nous leur devons à eux aussi respect et considération. Un ministre, on le critique, mais on ne l'insulte pas. On ne lui jette pas des projectiles dans le but de lui faire du mal. En démocratie, on respecte même celui avec qui on est politiquement en désaccord. En démocratie, force est aux idées, force est au débat contradictoire et au discours. Les biceps et la violence n'y ont pas droit de citer. Oui, mes chers compatriotes, c'est pour avoir fait faire et pour avoir laissé faire toutes ces choses que je vous demande pardon aujourd'hui. Comme je demande aussi pardon à tous les fidèles chrétiens de mon église et aux membres de ma famille, à ma femme et à mes enfants, pour ne les avoir pas écoutés plus tôt et pour avoir passé outre les avertissements qu'ils n'ont cessé de m'adresser. À tous et à chacun, de tout mon cœur, je demande pardon. L'acte que je pose en ces jours n'est pas un acte banal. Il est une décision prise en âme et conscience. Il vient du fond de mon cœur de citoyen et de chrétien convaincus. Il ne répond à aucun calcul politicien. Il ne vise pas l'obtention d'un quelconque marocain ministériel au pays. Il n'est pas le fruit d'une influence quelconque. Je refuse donc qu'il soit récupéré à des fins de propagande partisane. C'est le cri de cœur d'un homme engagé qui n'en peut plus de voir certains de ses concitoyens être manipulés par des gourous et autres idéologues de la violence aveugle et de la haine. Ma démarche d'aujourd'hui est simple et mérite d'être comprise comme un appel à la conscience de chacun, un appel à la responsabilité, un appel au respect des institutions républicaines, un appel à l'amour des autres, un appel à l'amour pour la patrie. Je ne le conçois pas comme un acte d'engagement politique. C'est une action citoyenne pour la paix. J'ai conscience que ce que j'ai dit ici peut choquer certains de mes anciens amis. Je ne le regrette pas. Comme à leurs habitudes, ils vont certainement me traiter de tous les noms d'oiseaux. Je les comprends. Mais je ne regrette pas mon acte. Je ne suis pas un traître, comme ils aiment à le murmurer. Car dans mon entendement, on ne trahit qu'un idéal. On ne trahit qu'une vertu. Or, que je sache, injurier quelqu'un n'est pas un idéal.
user de la violence ou inciter à la haine de l'autre ne sont pas des vertus. Non, messieurs, je n'ai pas trahi. Dites plutôt que j'ai renoncé. Trahison n'est pas le mot qui convient ici. Utilisons plutôt celui de renoncement. Car j'ai renoncé à ce qui apparaît de plus en plus aujourd'hui comme de la gangrène contre les principes universels de la démocratie et des droits des individus. La violence, la haine, le mensonge, la volonté de tuer et de faire du mal, des coups d'État, etc. Oui, messieurs, je suis fier de renoncer à tout cela. J'ai fait un choix difficile et courageux. J'ai fait ce choix parce que je refuse de continuer à mêler ma force à l'entreprise diabolique de déstabilisation de mon pays. J'ai fait ce choix parce que je refuse que mon nom, le nom de mes ancêtres, soit répertorié sur la liste de ceux que la lâcheté a jetés sur la voie de la violence aveugle et de la haine des autres. J'ai fait ce choix parce que je refuse de joindre mon assentiment à l'œuvre du ternissement de l'image de mon pays à l'extérieur. J'ai fait ce choix parce que je refuse de participer au combat mené par une bande d'aigris de la République. Ceux-là même qui promettent d'offrir aux Congolais d'aujourd'hui ce qu'ils ont été incapables de donner aux Aïrois d'alors. Pourquoi n'ont-ils donc rien fait en 32 ans de pouvoir sans partage? Si, ils ont réussi à faire quelque chose. L'enrichissement personnel. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire d'intéressant. L'enrichissement personnel. Malheureusement, aux grandes dames du petit peuple que nous sommes. Oui, mes chers compatriotes, je refuse de continuer à pécher contre Dieu en cautionnant les actes malveillants de ces gens. Je sais, certains pourraient s'interroger à juste titre d'ailleurs. Tiens, n'est-ce pas là le révérend Makoloko Tambora, l'un des fervents défenseurs de l'Aparico, l'homme qui a chanté la gloire d'Honoré Mbanda dans le monde entier à travers ses écrits et dans ses nombreux discours? Oui, messieurs, vous avez vu juste, c'est moi. Je n'ai pas pour habitude de me dérober de mes responsabilités. J'assume mes erreurs. Parce que comme je l'ai souligné à l'instant, je considère que mon appartenance à ces groupes était une erreur. Une grave erreur. Un bon pasteur n'a rien à faire dans un groupe comme celui-là. L'Aparico veut la mort des autres. La Bible dit « tu ne tueras pas ». L'Aparico se distingue par la haine des autres. La Bible dit « tu aimeras ton prochain ». L'Aparico déploie toute son énergie pour insulter Joseph Kabila. La Bible dit « tu honoreras les chefs de ton peuple ». Non, je n'aurais pas dû, en ma qualité de pasteur, appartenir à un groupe comme celui-là. J'ai honte de le dire, mais je dois reconnaître que j'ai été naïf. Naïf comme on peut l'être parfois quand on aime sincèrement les autres. J'ai cru que c'était des gens de bien, surtout que leur communiqué était toujours ponctué de formules bibliques du genre « que Dieu vous bénisse ». Aujourd'hui, avec du recul, il m'arrive sincèrement de me poser la question de savoir de quel Dieu parlait-on là. Que Dieu vous bénisse. Quel Dieu va bénir qui? Quelqu'un qui veut tuer, quelqu'un qui passe son temps à insulter et à mentir, peut-il demander à Dieu de bénir? De quel Dieu s'agissait-il réellement? En tout cas, selon les Saintes Écritures, il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'exauce pas les prières des meurtriers, des menteurs et de ceux qui incitent à la haine des autres. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai changé. J'ai changé parce qu'en politique, comme dans la vie tout court, il n'y a pas de principes intangibles. Il n'y a que des positions qui changent face à la réalité du moment. Ce qu'on a pu dire à un moment donné n'est pas forcément valable à un autre moment. L'évolution de la réalité fait parfois bouger les lignes de fracture entre les camps. La politique est faite par les hommes dans une société en pleine évolution. On ne peut donc pas la faire avec des principes figés,
digne de l'époque soviétique. Le monde change, les idées changent, il faut changer avec. Pas par opportunisme, mais par conviction. Et aussi, j'insiste sur ce point, par sens de l'intérêt général. Avoir le sens de l'intérêt général, mesdames et messieurs, est une attitude qui compte en démocratie, notamment autour des questions sensibles comme celles liées à la sécurité territoriale et à la paix civile. Ce que je dis ici n'est d'ailleurs pas spécifiquement congolais. C'est un modèle qu'on trouve même dans les pays dits des vieilles civilisations. Robert Gates, l'actuel secrétaire à la défense de Barack Obama, est un républicain pur sucre. Je veux dire membre convaincu du Parti républicain. C'est-à-dire que lors des dernières présidentielles aux États-Unis, cet homme a fait campagne contre Barack Obama. Et pourtant, l'essence de l'intérêt général a fait que ce bon monsieur, qui aux dernières nouvelles conserve toujours sa carte de membre du Parti républicain, a accepté l'offre d'un président démocrate dans le but de travailler à faire avancer les dossiers afghans et irakiens, dossiers que Washington considère comme hautement stratégiques pour les intérêts du peuple américain. Le temps me manquerait de parler de Bernard Kouchner, de Frédéric Mitterrand, de Jean-Marie Bockel, d'Éric Besson et de beaucoup d'autres personnalités de gauche qui ont accepté de travailler avec Nicolas Sarkozy, un homme qui s'affiche plutôt à droite de l'échiquier politique français. Pourquoi ont-ils fait ce choix? Le sens de l'intérêt général. Plus près de nous, parce qu'il ne faut pas que nous ayons la faiblesse de croire que les bons exemples ne peuvent venir que de l'Occident. Quand Abdoulaye Wade fait son entrée dans le gouvernement d'Abdou Diouf, en qualité de ministre d'État, certains en Afrique et dans le monde n'ont pas manqué de crier au scandale. Mais c'était une nécessité politique du moment. Maître Wade n'était pas obligé d'y aller. Il l'a fait par sens de l'intérêt général. Quand Nelson Mandela sort de prison et remporte les premières élections multipartites libres en Afrique du Sud, il n'hésite pas à appeler dans son gouvernement ses bourreaux d'hier et leur homme de demain, Mangosuthu Buthelezi. Mandela n'était pas obligé de le faire. C'était une nécessité politique du moment. L'essence de l'intérêt général. De la vie même de Maître Abdoulaye Wade, cela s'appelle avoir de la culture politique. On reconnaît les grands hommes par leur capacité de se surpasser et d'agir dans le sens de l'intérêt général. L'acte de Mandela restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire du peuple africain. L'acte de Diouf et de Wade ne sera pas oublié de sitôt. La preuve, c'est que nous en parlons aujourd'hui encore. Ces hommes sont grands, pas parce qu'ils s'appellent Mandela, Diouf ou Wade, pas parce qu'ils s'appellent Obama, Gates, Sarkozy ou Kouchner. Ils sont grands parce qu'ils ont, à un certain moment de l'histoire, pris de bonnes décisions, celles qui consistent à agir dans le sens de l'intérêt de tous. Mesdames et messieurs, cela s'appelle avoir de la culture politique. C'est ainsi que tous ceux qui ne voudront voir dans mon acte de séjour que l'expression d'une certaine attitude consécutive à la corruption ou à la compromission n'auront pas compris. Ils n'auront pas compris le sens de la critique qu'Abdoulaye Wade, alors ministre d'État d'Abdou Diouf, avait naguère adressée aux hommes politiques de notre pays. Il pensait à l'époque que les hommes politiques de notre pays manquaient de culture politique. C'était fort comme critique. J'ai envie de lui dire, Monsieur le Président, il existe bel et bien des cultures politiques dans mon pays. Autre temps, autres mœurs. Aujourd'hui, dans mon pays, les hommes publics peuvent reconnaître sincèrement leurs torts et promettre de changer dans le sens de l'intérêt général. J'ai changé, mes chers compatriotes. J'ai changé parce que j'ai compris que le Congo n'a pas besoin de sombrer dans des oppositions frontales inutiles. Je ne refuse pas les chocs des idées. Il est salutaire dans les débats démocratiques. Je parle des oppositions frontales inutiles. S'opposer pour s'opposer. S'opposer pour essayer d'exister politiquement ou médiatiquement. S'opposer à n'en
empêchant les artistes musiciens d'exprimer leur talent, soi-disant parce qu'ils seraient proches du pouvoir. Mais messieurs, ouvrons les yeux. Que veut dire donc tout ceci? Quel est l'essence d'un combat démocratique qui empêcherait à Papa Wemba, à Werason, à Fali Epupa, à J.B. Piana ou autres Simaro Lutumba de jouer leur musique? Qui a dit une chose pareille? Ces gens, en plus d'être des artistes talentueux, ce sont aussi des citoyens à part entière. Ils ont droit, comme tout le monde, d'avoir des opinions politiques de leur choix. Ils ont droit de voter et d'appeler à voter pour qui ils veulent. Si vous n'aimez pas Papa Wemba, n'allez pas à son concert. Si vous n'aimez pas Kofi Olomide et Werason, n'allez pas à leur concert. Mais empêchez ceux qui les aiment d'y aller, au motif que ces artistes n'auraient pas les mêmes convictions politiques que vous, est un acte insensé. En plus, ces gens ne sont pas seulement des artistes, ce sont aussi des pères de famille, pour qui chanter constitue un gagne-pain. Ne trouvez-vous pas que les empêcher d'exercer leur métier comme vous le faites équivaut à les empêcher de prendre soin de leurs femmes et enfants? Évidemment que cela ne vous fait rien. Vous n'avez pas de problème d'argent. Vous en avez volé beaucoup. Vos enfants n'ont pas faim. Ils sont à l'abri de ce type de besoins. Alors que les enfants des autres crèvent de faim, vous en avez que faire. Et avec un cœur comme celui-là, vous pensez diriger le Congo. Quel Congo? Que ceci soit bien clair. Compte tenu de mes convictions religieuses, il est attesté que je ne danse pas au rythme de Ndombolo et de Kwasa Kwasa. Cependant, je n'ai pas reçu mandat d'user de mes biceps pour empêcher quiconque d'aller admirer les prestations d'un artiste de son choix. En démocratie, ceci est inadmissible. Je n'ai pas reçu mandat d'inciter un groupe de jeunes désœuvrés à brutaliser les artistes, à leur jeter des projectiles dangereux ou à les contraindre d'annuler leur spectacle. Ceux qui ont suivi la campagne présidentielle de 2007 en France se souviennent que les deux candidats du second tour, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, avaient tous des soutiens affichés dans le milieu des artistes et des sportifs de haut niveau. Ils participaient aux meetings où ils prenaient parfois la parole pour inciter les Français à choisir leur mentor. C'est normal en France. Pourquoi ça ne le serait pas au Congo? Pendant la campagne, Henri Salvador, Johnny Hallyday, Faudel, Jean-Marie Bigard, Enrico Macias et autres soutenaient Nicolas Sarkozy, tandis que Calogero, Kali, Pierre Berger et les autres soutenaient la candidate socialiste. Croyez-vous aujourd'hui que les concerts de ceux qui ont soutenu Nicolas Sarkozy pendant la campagne ne sont peuplés que des électeurs de droite? Non, messieurs. On peut très bien voter pour un candidat de droite et aimer trémousser au rythme d'une mélopée chantée par un artiste étiqueté à gauche et vice-versa. L'artiste est un homme. Il peut voter à gauche ou à droite. Mais l'art est apolitique. L'art n'est ni de droite ni de gauche. Laissons Papa Wemba, laissons Kofi Olomide, laissons Fali Epupa, Werason et les autres tranquilles. Laissons-les faire leur métier et nous faisons le nôtre. Et dire que ceux qui incitent les jeunes à organiser des expéditions punitives et à s'attaquer aux artistes aujourd'hui étaient tous dans les cabinets de Mobutu ou encore au comité central du MPR quand Luambo Makia Di Franco chantait candidat Nabiso Mobutu CC, candidat Nabiso Mobutu CC, Mobutu Nzambe Aponiyo. Je les vois. Ils étaient tous là, tapis dans leur bonheur. À l'époque, l'artiste musicien n'était pas un diable, parce qu'il chantait pour la gloire du champion de leur camp. Je me demande pourquoi ce qui était possible hier, quand il s'agissait d'eux, ne serait plus possible aujourd'hui parce qu'il s'agit des autres. Non, soyons justes. Laissons les artistes tranquilles. Laissons-les exercer leur métier pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est de cette même manière que je m'insurge contre ceux qui se sont donnés pour mission de violenter les hommes de Dieu de passage en Europe.
Le cas du pasteur Mukuna m'a beaucoup attristé. Attention, mes chers amis. Il est des lignes rouges qu'il ne faut jamais franchir dans la vie. On ne s'attaque pas à un ministre de Dieu qui ne vous veut aucun mal. Ne le faites plus jamais, je vous prie. Ceux qui vous incitent à faire cela ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ils n'acceptent même pas que leurs propres enfants les fassent. Ils vous utilisent, vous, pour accomplir ce type de sale besogne. De grâce, ne le faites plus jamais. Dieu n'accepte pas cela. S'attaquer à un homme sans défense, c'est s'attaquer à Dieu. Si vous êtes chrétien, retirez-vous de ces choses et repentez-vous aussi vite que possible. Si vous n'êtes pas chrétien, sachez qu'aucune morale humaine n'est d'accord avec l'usage de la violence aveugle et gratuite contre les innocents sans défense. Le révérend Mukuna était en effet un homme sans défense quand vous l'avez agressé. Mais attention, Jésus est le défenseur des hommes sans défense. Le défenseur de ceux qui n'ont pas la force de se défendre. Si ceux qui vous ont envoyés étaient réellement des chrétiens, ils devraient le savoir. De grâce, mes chers amis, je vous en conjure par les compassions de Jésus-Christ, ne faites plus jamais cela. Arrêtez tout de suite avant que la colère du ciel ne s'abatte sur vous. Je vous l'ai dit par amour, je vous l'ai dit par fraternité. Parce qu'un jour, si vous ne vous repentez pas, vous le regretterez. Je n'essaye pas de vous faire peur. Croyez-moi, je vous protège contre les dangers de la punition de Dieu, car on ne s'attaque pas impunément aux hommes qui servent Dieu. Dieu les venge. Mesdames et messieurs, je constate avec un certain intérêt l'effervescence qui se développe actuellement dans les pays au sein des états-majors des partis politiques en prévision des prochaines échéances électorales. Je me réjouis du fait que notre démocratie montre de plus en plus des signes de vitalité évidents. Chacun dit ce qu'il pense de tout le monde sans être inquiété. Certes, notre démocratie n'est pas encore parfaite, mais elle évolue dans le bon sens. D'ailleurs, à propos de la perfection, qui peut dire qu'il existe une démocratie parfaite dans le monde? Nous sommes dans un pays de démocratie. Tout citoyen a le droit de poser sa candidature à l'élection de son choix, locale, législative, présidentielle, etc. Je ne suis donc pas gêné que certains de nos compatriotes le fassent. C'est leur droit. Je dirais même plus, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, le problème n'est pas d'être ou de ne pas être candidat. Candidat, oui, mais avec quel programme? Avec quel projet alternatif? C'est là le problème. Parce que si, comme je le constate, le programme de certains ne consiste qu'à insulter Joseph Kabila, je dis que le combat est perdu d'avance. L'élection présidentielle ne peut pas être uniquement un moment de contestation. L'élection présidentielle est un moment où chaque candidat est appelé à porter des propositions. Le débat d'une élection présidentielle ne doit pas se résumer à l'insulte facile contre son adversaire. Au contraire, chaque candidat doit être porteur d'une offre politique originale. Il faut des projets. Il faut un programme. Pas d'insultes. Pas d'attaque ad hominem. Le peuple de la République démocratique du Congo n'a pas besoin. Parce que, comme vous savez, c'est toujours facile de contester le bilan d'un adversaire. La façon dont certains candidats s'emploient à discréditer le travail de l'actuel président de la République et de son gouvernement me permet de poser une question essentielle, celle de la probité en politique. Est-il défendu à un homme politique de reconnaître les mérites de ses adversaires? Le fait de ne reconnaître aucun mérite à l'action du président de la République au cours de ces 5 dernières années montre que les adversaires de Kabila font preuve d'une mauvaise foi sidérante. S'agissant d'Étienne Tshisekedi, j'ai l'impression, quand je l'entends parler, qu'il veut nous ramener 20 ans plus tôt, au temps de la conférence nationale souveraine. Ce n'est peut-être qu'une impression que j'ai, mais sincèrement, je trouve que depuis son retour au pays, ses propos ne sont ni plus ni moins qu'une collection de déclarations incendiaires, comme au bon vieux temps. Autant j'étais d'accord avec lui à cette époque, lorsqu'il critiquait le régime du maréchal président
Autant j'ai dit que ce type de critiques n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. S'il est vrai que face à une dictature aussi dure et sanguinaire comme celle de Mobutu, il fallait autre chose qu'une opposition molle, aujourd'hui, Dieu merci, notre pays a évolué. Hier, du temps de Mobutu, le président fondateur était seul candidat à une parodie d'élection qu'on qualifiait de libre. Aujourd'hui, le droit est donné à chaque citoyen de notre pays de pouvoir briguer la magistrature suprême. C'est une avancée considérable. La preuve, c'est que lui-même, Étienne Tshisekedi, a annoncé avec fracas sa volonté d'être candidat à la présidence de la République. Chose impensable à l'époque. Il peut d'ailleurs très bien en témoigner lui-même, lui à qui on empêchait même d'exercer les fonctions de Premier ministre. Ce qui était impossible hier, Joseph Kabila l'a fait aujourd'hui. Vous savez, j'ai combattu ces pouvoirs et je n'ai pas été tendre avec le chef de l'État. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, reconnaissons-lui au moins la fibre démocratique qui est la sienne. Reconnaître cela ne serait pas sonner la fin du monde. C'est une question d'honnêteté tout simplement. Je ne dis pas que Joseph Kabila manque de défauts. Il en a certainement beaucoup. Il n'est pas Dieu. C'est un homme. Comme tout le monde, il a des défauts qu'il doit corriger. Je n'en doute pas. Mais s'il a fait quelque chose de bien, pourquoi ne pas le lui reconnaître? Ce qui m'amène à la deuxième impression que j'ai quand j'écoute les discours d'Étienne Tshisekedi. Finalement, c'est comme si pour lui, les bons ne sont pas à compter parmi les vivants. Les bons ne sont à compter que parmi les morts. À les suivre aujourd'hui, le pays serait dirigé n'importe comment par des gens sans foi ni loi qui le mettraient en danger. Je les cite, Mobutu au moins avait l'essence de l'État. Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel président, savait au moins où il allait. Tiens, qui c'est qui parle comme cela? Étienne Tshisekedi, c'est curieux. Qui ignore que de leur vivant, Tshisekedi traitait l'un et l'autre des créatures diaboliques condamnées à l'enfer? Nous avons encore frais dans nos mémoires l'interview où il traita Mobutu de monstre sans aucun respect de la parole donnée. Que dit-il aujourd'hui? Mobutu avait l'essence de l'État? Quel État? Reconnaissait-il seulement qu'il y en avait un à cette époque? Non, de grâce, Monsieur Étienne Tshisekedi, ne nous ramenez plus aux années 1990. Notre pays a beaucoup souffert à cause du comportement des hommes politiques de cette époque. Proposez-nous autre chose que la violence verbale et les attaques ad hominem. Ces recettes-là ont échoué et ont fait échouer notre peuple. Nous n'en avons plus besoin. Les hommes politiques de notre pays doivent adopter des comportements susceptibles de promouvoir une démocratie apaisée. La culture du conflit qui nous a pourri la vie dans les années 90, on n'en veut plus, vous comprenez? On n'en veut plus. Il ne faut pas reprendre les recettes qui ont échoué. Il faut innover. Débattre projet contre projet, idée contre idée, avec dignité et avec respect. La démocratie n'en sortira que grandie. Quant à Vital Kamerhe, candidat président de la République, il se présente dans ces meetings comme étant l'homme de l'Est. Il appelle à l'union de tous les leaders de l'opposition pour, dit-il, être en situation de pouvoir battre Joseph Kabila aux élections de 2011. Il serait donc à la recherche d'autres candidats présidents de la République qui seraient, eux, originaires des régions de l'Ouest et du centre, etc. Il explique que ce n'est pas moi qui parle, mais Vital Kamerhe, que c'est pour cela qu'il serait parti pour voir Jean-Pierre Bemba en prison et Étienne Tshisekedi pour leur proposer sa théorie dite du triangle nucléaire. D'après Kamerhe, si ces trois-là parvenaient à s'unir, ils pourraient être sûrs de l'emporter sur Joseph Kabila en 2011. Je n'ai rien contre cette stratégie, même si j'avoue que l'expression triangle nucléaire me choque, surtout en ce moment où on parle de la tragédie nucléaire de Fukushima au Japon. On me dira que cette théorie est ancienne et qu'elle ne vient pas de Vital Kamerhe, j'en conviens. Mais quand on est responsable politique, on veille au choix des mots qu'on utilise en public.
Mon grief ne se limite d'ailleurs pas simplement au niveau de l'expression triangle nucléaire, car cette expression me préoccupe autant que son sens. En tout cas, le sens que Vital Kamerhe en donne dans ses meetings. Ce qui me gêne dans la démarche de Kamerhe, c'est qu'elle est sectaire et séparatiste. Homme de l'Est, homme de l'Ouest, homme du centre, etc. C'est sectaire et fondamentalement séparatiste. On ne peut pas aspirer à la fonction suprême dans un pays et continuer à se considérer et à se présenter comme un homme de l'Est dans ces meetings. Un candidat président de la République doit être un homme de la nation, dans sa tête et dans sa conviction. Le Congo n'est ni de l'Est ni de l'Ouest, ni du centre, ni du nord, ni du sud. Le Congo, c'est le Congo. Il est un et indivisible. Ceux qui se présentent comme les gens de l'Est, du centre et de je ne sais où, n'ont pas leur place dans une élection présidentielle. Il y a les élections locales pour cela. Les gens de l'Est, du centre et du sud devraient aller chacun dans leur circonscription électorale respective et y briguer des mandats locaux. Les élections présidentielles sont faites pour ceux qui se considèrent comme les hommes de la nation. Être de l'Est, du nord ou du sud n'est pas un atout dans le cadre d'une élection présidentielle. Ce n'est pas un argument de campagne. Il faut trouver autre chose, parce que cet argument ne tient pas. Il faut travailler dès à présent à consolider l'unité de la nation. Être de l'Est, du nord ou du sud n'est pas un atout dans le cadre d'une élection présidentielle. Ce n'est pas un argument de campagne. Il faut trouver autre chose parce que cet argument ne tient pas. Il faut travailler dès à présent à consolider l'unité de la nation. À mon avis, ceci devrait d'ailleurs constituer l'un des principaux thèmes de cette campagne présidentielle. L'unité de la nation et la fierté d'être tous frères malgré nos différences. Dites-le, chers frères, dites-le partout dans les Katanga, en province orientale, dans les deux Kivu, en Équateur, au Bandundu, dans les deux Kasaï, au Bas-Congo, dans les Maniema et à Kinshasa. Dites-le dans les grandes villes et en campagne. Dites-le en Chiruba, en Kikongo, en Swahili et en Lingala. Ce discours d'unité nationale et de fraternité de tous les Congolais est le seul qu'il convient de marteler, surtout en ce moment où le pays s'apprête à commémorer le 51e anniversaire de son indépendance. Je sais que les Congolais, si bons à se quereller, sont également capables de s'unir et de montrer au monde ce qu'ils valent quand le danger est là, plutôt que de se singulariser comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui dans des propos déplaisants et des attaques de tout genre les uns contre les autres. Je vous appelle, mes chers compatriotes, travaillons ensemble avec nos différences, fédérons nos idées, imaginons ensemble un avenir meilleur pour nos enfants. Nous devons être capables de débattre franchement et sans nous diviser inutilement. Nous devons être capables de dégager des consensus nationaux autour des grands défis de notre siècle, comme le font tous les pays modernes. Nous ne pouvons attendre longtemps pour engager la rénovation que les Congolais appellent de leur vœu, parce que la parole donnée aux électeurs est au cœur de la confiance nationale. Nous devons expérimenter les idées nouvelles, encourager le talent et l'innovation, car n'en déplaise à ceux qui partent chercher leur légitimité en Occident, la plus grande force du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Les Congolais avec leurs rêves, les Congolais avec leurs espoirs, les Congolais avec leur fierté d'appartenir à une grande nation. Nous sommes une grande nation. Nous sommes un grand peuple. Arrêtons donc de peindre notre pays sous le visage de l'échec, de la honte de nous-mêmes et du catastrophisme, alors même que notre pays reste celui de tous les possibles, pour peu qu'on croit aux valeurs de l'audace et de l'engagement au service du progrès commun. Ceux qui ont pris la responsabilité de diffuser des mensonges et d'entraîner les jeunes dans la violence aveugle, se rendent-ils seulement compte de l'image dépressive qu'ils donnent de notre pays à l'extérieur? Arrêtons de jeter l'opprobre sur nous-mêmes. Construisons ensemble un bel avenir pour notre peuple. Personne ne le fera à notre place. Travaillons ensemble, chacun dans la sphère de ses compétences,
chacun du mieux qu'il peut. Travaillons ensemble et faisons en sorte que le Congo devienne un point ardent dans la géographie du monde. Nous pouvons y arriver si nous croyons en nous. Nous allons y arriver si nous sommes unis. Nous devons y arriver pour nos enfants et pour les générations à venir. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Mesdames et messieurs, je vais terminer en vous disant merci. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci de m'avoir écouté. Et aussi, j'espère, de m'avoir pardonné. Merci.